D'abord, je vous remercie d'être venu parce que je sais, j'ai vu que l'école était assez loin, pas facile d'accès, et donc en plus à 19h, je pense que vous tous avez eu une journée très remplie. Je vais essayer d'être à la hauteur de la présentation de Pascal, que je connais depuis presque 50 ans. Ouais. Et oui. Et je pense que je suis devenu architecte peut-être à cause de lui, parce qu'il avait commencé les études avant moi, et un jour je le rencontre boulevard Saint-Michel, et moi j'étais plutôt vers les mathématiques, et alors il me dit, je lui demande je m'ennuie un peu, et je lui demande ce qu'il faisait. Il me dit, je fais des études d'architecture, et j'avais aucun lien avec l'architecture. Et il a une telle façon de parler, de présenter les choses, avec des propos de séducteur. Pascal est un séducteur, il faut le savoir. Donc j'ai été pris dans cette histoire. Et par hasard, je me suis retrouvé dans une école où effectivement, c'est dans les années 70, où on ne parlait pas de paysage, on ne parlait pas de patrimoine, on ne parlait pas de lieux. On parlait simplement de méthode, de modernité, de théorie. Enfin, on vivait dans un monde purement théorique. Et effectivement, si, comme le rappelait Pascal, je n'étais pas formaté, je n'ai pas été formaté par la suite. N'empêche que j'en ai retiré certaines choses. Et peu à peu, la réalité des lieux m'a rattrapé. Et ce qui a fait que la production alors je vais faire une présentation très très rapide de ce travail qui s'étale à peu près sur 30 ans. Cette production peut apparaître comme éclectique, simplement parce que les problèmes d'écriture ne m'ont jamais traumatisé. Les problèmes de style, les problèmes théoriques, etc. J'ai l'impression d'être un peu passé à côté. Mais parce que je m'intéressais effectivement au lieu, à ce qui pouvait constituer un lieu, ce qui pouvait faire sa force, lui donner son caractère poétique, et puis les choses faisant, il s'est trouvé que je n'ai pas fait Chaillot, je ne suis pas un architecte du patrimoine, mais peu à peu, la démarche avait séduit certains maîtres d'ouvrage publics. Donc je me suis retrouvé sur des lieux comme le château de Versailles, comme le Louvre, comme le musée Rodin, la salle Pleyel, etc. Enfin, je vous en montrerai quelques-uns. Donc ils sont des lieux remarquables, certains jugés finis, et avec la complicité d'architectes ACMH ou architectes du patrimoine. On a pu dialoguer avec ces sites avec une recherche constante de modernité. Voilà. C'est-à-dire que des lieux qui étaient considérés comme finis, tout compte fait, ils pouvaient continuer à évoluer. Et à ce niveau-là, c'est vrai que j'étais un peu autodidacte, c'est-à-dire que m'étant débarrassé de tous les aspects théoriques, même ceux qu'on enseigne à Chaillot d'ailleurs, on forme les architectes du patrimoine. Alors le paradoxe, c'est que je suis le seul enseignant aujourd'hui à Chaillot qui n'ait pas fait Chaillot, qui n'ait pas cette formation. Donc je me suis trouvé comme une sorte d'anomalie là. Et peut-être parce que les références que j'ai pu avoir, les lieux sur lesquels j'ai pu travailler, dont certains sont des lieux effectivement remarquables, mais d'autres qui sont des lieux complètement anonymes, des lieux délaissés aussi. Et j'ai jamais sincèrement établi la moindre hiérarchie entre ces deux-là. Voilà. La seule question que je me posais, c'était qu'attendent ces lieux, voilà. Qu'attendent ces lieux, qu'est-ce qu'on peut faire avec la hantise, une réelle peur de laisser une cicatrice dans le paysage. Voilà. Alors j'ai commencé très tôt, d'ailleurs, on a fait avec un premier projet qu'on avait fait avec Pascal Urbain, voilà. Alors non, je voulais simplement dire ça. Je montre toujours cette image. J'avais oublié que j'avais mis ça. Ça, évidemment, tout le monde connaît Chirico. Et pour moi, c'est un tableau, je crois, qui date des années 20 ou 30, qui est un peu une image
comment dirais-je, prémonitoire de ce qu'est l'urbanisme contemporain. C'est-à-dire, on a affaire à des objets magnifiques où l'individu a pratiquement disparu ou alors réduit à une statue avec une ombre. Et tous ces objets n'ont aucun lien les uns avec les autres. Voilà. Ils en perdent même l'échelle. Ils sont spectaculaires, ils sont beaux, ils sont magnifiques, mais ils ne créent pas un paysage. Et le seul mouvement qui est suggéré, c'est cette locomotive, puisque le père de Chirico était ingénieur des chemins de fer. Et donc, c'est la seule référence au mouvement, à quelque chose qui vit, voilà. Et voilà, je trouve que l'urbanisme contemporain est devenu ça, avec des objets spectaculaires, mais qui ont cassé tout le lien, qui n'ont pas réussi, pour la plupart, à créer des paysages cohérents et harmonieux. L'antidote à tout ça, c'est cette villa, évidemment, que vous connaissez tous, qui est la villa Malaparte, où on n'arrive plus à distinguer la maison du paysage. Et on a l'impression que ce paysage a été créé pour cette maison, ou le contraire, voilà. Et il y a une anecdote quand Rommel arrive ici, rencontre Malaparte qui était mise en résidence, et qu'il a construit cette maison pour sa propre mise en résidence. Rommel lui demande si c'était lui qui avait dessiné cette maison. D'ailleurs, cette maison n'a pas une paternité bien établie. On hésite entre l'architecte Libera ou Malaparte lui-même. Et la plupart des historiens, mais là c'est un terrain sur lequel je ne m'aventure pas, mais j'ai cru que la plupart des historiens attribuent la paternité à Malaparte quand même. Cette maison qui n'a pas, qui évidemment est devenue mythique parce qu'il y a eu des films, la Mépris, mais elle est quand même d'une... c'est ce paysage, elle crée un paysage. Et donc Rommel demande à Malaparte si c'est lui qui a dessiné cette maison, il répond non, j'ai simplement dessiné le paysage, voilà. Et voilà, donc, alors ça c'est effectivement un voyage que j'ai pu faire, où on m'avait demandé, c'est vraiment le premier travail que j'ai fait, j'étais tout jeune, j'étais pensionnaire, j'avais pas grand chose à faire là-bas, et le directeur m'a demandé d'aménager ce salon, le salon d'honneur de la Villa Médicis, et pour faire des expositions permanentes. C'était un lieu qui était fermé au public romain, et il voulait l'ouvrir, donc il fallait trouver une structure. Et la particularité de ce lieu, à part qu'il est magnifique, c'est qu'il est recouvert des enduits du peintre Balthus. Donc toucher aux enduits de Balthus était quasiment impossible. Donc le directeur m'a dit, écoutez, vous pouvez faire votre installation à une seule condition, c'est que Balthus soit d'accord. Voilà. Et donc je suis allé voir Balthus dans son château près de Rome, je lui ai soumis le projet, il m'a donné son accord, je lui ai dit que toute cette structure composée de filins, de luminaires que j'avais dessinés moi-même et de structures s'appuyait simplement sur quelques points, c'est-à-dire qu'avec un jeu d'équilibre, etc. Et alors, je montre ça parce que j'ai compris ce que c'était qu'un lieu, voilà. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas toucher, mais on pouvait quand même rajouter quelque chose, voilà. Et donc, pour l'anecdote, les luminaires sont des luminaires que j'avais achetés au prix unique d'en bas, parce que la Standard en Italie. Et donc, on a fait ça avec des artisans romains, et j'ai eu l'idée, il y a plus de 30 ans, de faire photographier ça par un photographe professionnel italien qui s'appelle Maurizio Carrozza. Voilà, c'est ça. Donc après rentrer à Paris, j'ai eu la chance de travailler tout au début avec Pascal sur un projet qui était un peu austère, qui était un peu inhabituel, mais qui correspondait parfaitement au voyage que j'avais fait en Italie, le prêtant l'air funéraire. C'est une nécropole, voilà, c'est une nécropole pour les soldats morts en Indochine, c'était le mémorial de guerre en Indochine, et pressentant que
la guerre d'Indochine, qui était une guerre impopulaire, comme s'il y avait des guerres populaires, ceci dit. Mais c'était une guerre impopulaire. L'idée, c'était de faire une sorte de lieu qui allait se protéger par une grande enceinte de la future urbanisation Staffréjus, avec en point de mire la baie de Saint-Raphaël. C'était de se protéger ce lieu, voilà, de l'urbanisation. Le seul élément très fort existant, c'était cet arbre qui est ici. Et l'idée donc de cette enceinte, peu à peu, j'imaginais qu'elle allait être recouverte par la végétation. C'est-à-dire que tout le monde aurait oublié ce que c'était que la guerre d'Indochine. Et 30 ans après, j'imaginais que tout allait disparaître, recouvert par la végétation. Alors j'avais oublié une chose, c'est que les militaires sont des gens sérieux, donc ils coupent les arbres quand même, ils rasent, c'est ça. Mais l'air de rien, ça a fonctionné. C'est-à-dire que, alors voilà, ça c'était une photo qui a été prise il y a 20 ans. Et ouais, c'est un alignement. Là, je me suis considéré comme le dernier général de la guerre d'Indochine, c'est-à-dire que j'ai aligné tout le monde comme ça. Et voilà, ça c'était à la crypte. Et puis, peu à peu, la végétation a gagné et a pratiquement recouvert tout le lieu. Cette photo date de 10 ans et j'ai eu des photos, j'ai pas eu le temps de les mettre là, mais aujourd'hui c'est un lieu où on ne distingue pratiquement plus le minéral, hein, voilà. Et on le voit avec ce lieu de culte écuménique, hein, où peu à peu la végétation gagne et fait disparaître le lieu, voilà. Alors ça c'était voilà, c'est fait avec 4 bouts de ferraille, c'est fait avec rien du tout, mais l'acteur principal, c'était vraiment la végétation. J'ai poursuivi cette démarche avec un restaurant à Paris, dans le 7e arrondissement, qui est un des quartiers les plus chics de Paris, où, comment dirais-je, ce qu'on appelle un PSMV, un plan de sauvegarde mise en valeur, on n'avait pas le droit de construire. Or, c'était le ministère des Affaires étrangères qui était là. Et le programmiste avait oublié qu'il fallait c'est un ensemble immobilier classé, et on avait oublié de programmer un restaurant. Donc le maître d'ouvrage, qui avait entendu parler d'une petite opération que j'avais faite, salle Playel avant, m'a demandé si je pouvais, sans construire de mètres carrés, créer un restaurant. Et j'ai proposé donc d'enterrer tout le restaurant, de créer une sorte d'équerre de verre, hein, voilà, une sorte d'équerre de verre qui pouvait à la fois éclairer le sous-sol, donc on a enterré. Au-dessus, on a fait on a créé un jardin avec des pommiers et des poiriers palissés, et puis cet équerre de verre faisait que ce qui était enterré avait autant de lumière que la partie en superstructure. Le tout surmonté d'une pergola, et le jardin, en fait, l'idée c'était de créer une sorte de comment on appelle ça, de verrière plate, pratiquement horizontale. C'est un plancher vitré, on peut marcher dessus, qui était censé simuler un ruisseau, et l'idée, le terme, c'était déjeuner au bord de l'eau, voilà. Voilà, donc c'est cet équerre de verre. Voilà, on voit le jardin avec cette pergola qui est mobile et qui normalement bouge en fonction de la lumière. Voilà. Après, ailleurs, quelques années plus tard, ça c'était un projet de musée à Sarrebourg, qui est à la frontière allemande. Et alors la particularité de ce musée, c'est que il a une surface de 4000 m². C'est un projet neuf pour une ville qui a 15 000 habitants, une ville rurale de 15 000 habitants. Mais cette ville a une particularité, c'est le lieu de naissance d'Anatole de Baudot, qui est un des inventeurs du béton, après les Romains, bien sûr. Et ce projet, il se trouve que cette ville, Sarrebourg, hein, donc personne n'est capable d'indiquer sur une carte où elle est, a une position, comment dirais-je, à une politique d'acquisition des œuvres de Chagall. Imaginez une ville de 15 000 habitants, perdue dans la campagne, qui achète des Chagall, qui a un contrat de partenariat avec le musée de Beaubourg. Enfin, c'est extraordinaire. Et il se trouve que le maire, tout à coup, décide de faire un musée. Pourquoi il fait un musée? Parce que lors du tracé de la ligne TGV Paris-Strasbourg,
Donc on est sur l'axe Paris-Strasbourg. En fait, on s'est aperçu que c'était, enfin on le savait déjà bien sûr, que c'était à l'axe nord-sud, est-ouest, c'était simplement un lieu archéologique extrêmement riche. Donc mon projet, c'était autant un projet de réserve qu'un projet de musée. Donc j'ai dessiné ça comme comment dirais-je, c'était une ville en plus où l'armée partait, parce que c'était une ville de garnison, les militaires partaient. Donc là aussi on est en PCMV. Et donc je propose de faire une sorte de bâtiment avec 3 grands chais. Ce sont comme des grandes fermes recouvertes de cuivre oxydé, avec évidemment un béton, un soubassement en planche, béton planche, en référence à notre de Baudot. Voilà. Et avec cette toiture en coque inversée, coque de bateau inversée, et voilà. Avec cette image là aussi du bassin qui vient créer une sorte de complément de matière, puisque un musée c'est aussi un musée de matière. Là on a de l'inox, on a du cuivre, on a du béton et on a de l'eau. Et alors la chance que j'ai eue avec ce musée, c'est que le maire, qui était vraiment quelqu'un d'extrêmement cultivé, rare, enfin qui a succédé à Pierre Messmer, qui était donc le maire de cette ville. On a pu faire chose extraordinaire, le soclage, on a fait le soclage de toutes les œuvres, 3000 œuvres soclées, et on a fait le bâtiment, on a fait la scénographie, et après on a fait l'urbanisme de la ville. Voilà, c'est-à-dire que c'est une expérience qui m'a pris 10 ans, mais qui est une expérience rare. Voilà, cette image avec un jeu avec le bassin, les matières, voilà. Un exemple de soclage, et chaque œuvre a son propre soclage. C'est-à-dire que chaque fois c'est un dessin. On retrouve jamais de maître d'ouvrage comme ça. C'est-à-dire qu'on a ça une fois dans sa vie, mais voilà. Avec l'escalier, avec le coffrage, planche là aussi qui cache, on le voit, la tapisserie La Paix, qui est l'original qui est le dessin original de la tapisserie qui est à l'ONU à New York. Voilà, c'est celle-là. Voilà, ce projet a 20 ans. Alors là, c'est pareil, on a fait la scénographie, le dessin le soclage, les vitrines. Il y a, voilà, c'est 4000 m² comme ça, avec des réserves. Des pièces extraordinaires. Voilà une table qui est en béton, qui est collée sur place. On a reconstitué toutes les petites sculptures, le tripode qui est là. Enfin voilà. L'avantage de travailler sur ce genre de projet, c'est que ce sont forcément des prototypes. Et les entreprises ne savent pas calculer des prototypes. Donc on arrive à avoir des prestations exceptionnelles avec des coûts assez réduits. C'est-à-dire que ce projet qui recouvert avec des entreprises exceptionnelles en même temps, c'est pratiquement le coût d'un hangar. Là, un cabinet de dessin. Voilà. Autre projet, là on est au centre de Mexico. Le seul, voilà, c'est le projet est là. Là, le seul endroit où il y a des arbres, c'était l'ancien site de l'ambassade de France. Je crois qu'il faut que je remette. Voilà. À la suite du tremblement de terre, c'est une villa porphyrienne qui date donc de la fin du 19e, début du 20e, qui s'est complètement ruinée lors du tremblement de terre de 1984, je crois. Donc il y a un appel d'offres du ministère des Affaires étrangères, je gagne cet appel d'offres, et je ne savais pas très bien pourquoi on avait répondu, et on se retrouve devant cette ruine. Et donc le projet consistait à remettre ça aux normes sismiques, à restaurer cette maison, et puis à installer la bibliothèque Font-Rivet. Et cette bibliothèque avait été, créée à l'initiative du cinéaste Luis Buñuel. Voilà.
Et donc je vais là-bas et puis restaurer une maison, c'était avant tout un problème technique, il fallait refaire tout l'intérieur, il n'y a plus de plancher et tout. Et donc ce que j'ai proposé à l'ambassade, c'est ça c'est quelques années après donc, c'est de faire un lieu. Plutôt que de travailler sur un bâtiment, j'ai proposé de faire une couronne, c'est-à-dire de faire toute une galerie autour, de faire une sorte d'enclos qui correspondait aux usages de la population mexicaine, qui avait très très peu de rapport avec le livre, mais qu'au contraire utilisait ces lieux comme un lieu de calme, un lieu de repos dans une des villes les plus chaotiques du monde. Et donc tout le projet s'est fait autour de cet arbre, un jacaranda je crois. Et puis donc là aussi on a créé un bassin qui venait ceinturer une galerie créée, et tout le travail a été de créer ce lien entre la maison porphyrienne, donc restaurée, mise aux normes sismiques, et cette galerie dans lequel, avec ce bassin dans lequel se reflétait l'arbre. Voilà. Là aussi, c'est un travail sur la matière, puisqu'on a utilisé du travertin, du cuivre, du béton. Alors voilà, une exposition, c'était 50 ans de photographie. On a inauguré avec 50 ans de photographie française. Hein, voilà. Avec le bassin le bassin qui pouvait refléter à l'envers, inverser les œuvres exposées à l'intérieur. Voilà, moi je passe un peu plus vite. L'entrée de la médiathèque, c'est-à-dire qu'on avait bien distingué ce qui était médiathèque à l'intérieur et ce qui était galerie avec restaurant français, librairie française, même agence de voyage. Et ce lieu... voilà, on a utilisé tout ce qui existait et plutôt que de mettre en valeur un objet architectural comme cette maison portuaire, on a préféré tendre et travailler sur les sols pour en faire un lieu. Voilà, l'intérieur, c'est les nouveaux planchers, les murs, tout. Voilà. Alors autre lieu aussi où j'ai eu la chance d'intervenir, c'est le Louvre. Et donc là, alors c'était une histoire un peu particulière parce que Marie-Claude Beau, qui était à l'époque, qui était conservateur général du musée des Arts Décoratifs à Paris, et Marie-Claude Beau qui était à l'initiative de la Fondation Cartier. C'est elle qui a travaillé avec Nouvelle, etc. Puis après, elle se retrouve directrice générale des Arts Déco, et elle a une idée, c'est de lancer une consultation avec trois stars de comment dirais-je, de l'architecture, des scénographies architecture, designers, et 3 illustres inconnus. Il se trouve donc qu'on fait ce concours et puis on nous marie. Moi j'étais marié avec Oscar Tusquets. Et donc on gagne ce concours et Oscar Tusquets s'en va en colère parce que ça se passe bien. Et il se trouve que je suis resté le seul maître d'œuvre là-dessus, avec Sylvain Dubuisson qui lui s'occupait d'une autre partie. Et donc on devait aménager 3 niveaux du musée. Voilà la grande nef, c'est-à-dire que paradoxalement c'est un des plus beaux lieux du Louvre. Hein. C'est la dernière partie, c'est celle du 19e. Et qui était à l'époque caché par un plancher intermédiaire. Et on a redécouvert tout ça, c'est-à-dire qu'on a cassé le plancher, on a redécouvert cette nef, et tout le travail consistait à aménager les galeries périphériques. Avec, ça c'est quelques années plus tard, là aussi, tout restauré. Et, avec un musée du Buffet, parce que Dubuffet avait légué sa collection personnelle au musée, parce qu'il considérait que le musée des arts décoratifs, qui est un musée quand même privé, qui vit avec les dons, les prêts de LVMH, Saint-Laurent, etc. Il y a le musée de la mode, le musée du bijou, le musée du design, et donc il y avait les dessins à exposer de Dubuffet. Il y avait un musée alors ça nous permet aussi de dessiner des vitrines. C'est un travail de design, voilà. C'est musée du mobilier, et chaque salle a une histoire comme ça. Ça c'est le musée du jouet aussi. Et donc le travail consistait pour moi à mettre tout en position centrale et de ne jamais
Là, c'est l'exemple de ne pas toucher pratiquement pas ni le sol, ni le plafond, ni les parois. C'est-à-dire que chaque fois, tout flotte comme ça pour que le lieu, l'enveloppe elle-même ait autant d'importance que la scénographie qui, elle, forcément, est provisoire, puisque une scénographie, en général, ça ne dure qu'entre 10 et 15 ans. Voilà. Donc ça, on a exposé des tapisseries. Enfin, en fait, c'est le musée du design, tout simplement, le musée des arts décoratifs. Et donc, on a 3 niveaux comme ça du Louvre. Et voilà, ça aussi, ça a dû me prendre 10 ans, puisqu'on a dû si vous voulez, quand vous vous retrouvez tout seul face à peu près une quinzaine de conservateurs qui sont jaloux de leurs œuvres, qui considèrent que c'est leur propriété, et que chaque fois on va leur dire on va le mettre comme ça, on va le poser comme ça. Bon, il faut être extrêmement diplomate, et je pense que je l'étais, et voilà. Et je suis le seul pratiquement à être arrivé jusqu'au bout du projet. Alors j'ai des photos, j'en ai 200, mais bon voilà. Et toutes les époques, on présente d'immobilier qui va du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, oui, entre-temps, et Pierre Paulin, etc., tous les grands designers. Alors là aussi, chance extraordinaire, là on est dans le domaine du château de Versailles. Vous reconnaissez en bas donc le château de Versailles, et puis entouré de cercle rouge, ce qu'on appelle le Grand Commun. Le Grand Commun, c'était les services du roi. C'était là où étaient regroupés les appartements de la basse-cour. Bon, il y avait quand même le nôtre qui habitait là, il y avait tous les services du roi, il y avait la bouche de la reine, le restaurant de la reine, enfin, la cuisine de la reine, la cuisine du roi. Voilà. Et c'est un ensemble qui fait 24 000 mètres carrés. Et le maître d'ouvrage a eu l'intelligence de faire 2 contrats de maîtrise d'œuvre, un clos et couvert pour l'architecte en chef des monuments historiques, qui était Frédéric Didier, et un autre pour l'aménagement intérieur, puisqu'en fin de compte il ne restait plus rien. C'était un état complètement ruiné par l'ancien hôpital militaire Larrey. Donc il se trouve que quand j'ai découvert ce lieu, là, c'est le grand bâtiment qui est à gauche, là, c'est ça. Et qui, voilà, donc on est là dans l'axe de l'entrée, tout au fond de la cour du Marbre. Voilà. Et c'est ce bâtiment qui est sur 5 niveaux qui retrouvait sa fonction initiale, puisqu'en fait, il devait réaccueillir tous les services du château de Versailles, c'est-à-dire de la présidence jusqu'au vestiaire du personnel, les jardiniers, les services du contentieux, de la communication, 600 personnes au travail là. Et là aussi, 600 personnes qui étaient dispersées dans tout Versailles, y compris dans la ville. Des gens qui ne se connaissaient pas, voilà. Donc, voilà, quelques années plus tard, réhabilité, voilà, la cour intérieure par Frédéric Didier, dont le clos est couvert, devant répondre aux normes acoustiques, thermiques, etc. On refait des petits bois comme au 18e. Et puis alors voilà l'état dans lequel j'ai trouvé l'intérieur. C'est une ruine avec des murs épais de 1,50 m, 2 mètres. Voilà. Et la seule prescription que j'avais de la CMH, c'était de dire, voilà, je veux que le système distributif, c'est-à-dire que les coursives soient conservées. Et 2, si par hasard il existe des éléments architecturaux classés, il faut les rendre visibles. Et inversement, ce que Mansart, parce que l'ouvrage est de Mansart, quand Mansart cachait une poutre, il ne fallait pas la montrer. On n'avait pas le droit de montrer ce que Mansart voulait cacher. Voilà. Donc c'était des contraintes de ce type-là. Et voilà, par exemple, ça c'est un système de poutraison que l'on pouvait montrer. Voilà, ça c'est toujours ces perspectives. Tout était saccagé, sauf de temps en temps une poutre. Voilà. Et quelques années plus tard, on a refait tout l'intérieur, les planchers, on a refait passer les réseaux informatiques, tout. Et donc l'idée là, c'était effectivement de respecter les prescriptions de la CMH. C'était de pouvoir y introduire de la modernité, puisqu'il n'y avait plus grand-chose de cassé. Et surtout de garder les espaces. C'est-à-dire que les hauteurs, les épaisseurs, des fois on a des salles de 16 mètres de long, en faisant des bureaux le programme nous demandait des bureaux de 12 mètres carrés. Donc 12 mètres carrés avec 6 mètres de plafond, 16 mètres d'art,
Donc la question c'est comment on cloisonne tout en gardant l'identité du lieu. Et voilà, ça c'est des perspectives qu'on nous demandait de conserver, donc on a mis en valeur. Et voilà, ça c'est une salle de réunion mobile, c'est-à-dire que où chaque fois le principe c'était de révéler l'épaisseur du bâtiment. Quel que soit l'endroit où je suis, je dois pouvoir comprendre l'épaisseur du bâtiment. Donc ici c'est un système de volets mobiles avec la poutraison qu'on nous demandait de conserver. On est vraiment dans l'axe du bâtiment. Voilà un système de cloisonnement que j'ai proposé, c'est-à-dire que de l'extérieur, je vois le plancher qui file, je vois les deux baies à l'extrémité et je vois la poutre maîtresse en haut qui elle est classée. Et ce qu'on ne voit pas par contre, c'est la cloison perpendiculaire, ici dans l'axe, qui me permet de garder l'illusion du grand espace. En fait, il y a deux bureaux, il y en a un qui est à droite et un autre à gauche. Alors, il y a tout le système, on a trouvé une charte, comment dirais-je, esthétique avec le métal oxydé, les SAMOD, les luminaires SAMOD. Alors, ces radiateurs ont une histoire parce que ce sont des véritables radiateurs industriels qu'on a utilisés au Louvre, qu'on a utilisés à Versailles, qu'on a utilisés au musée de Cluny. Et le fabricant ne sait pas que tous ces radiateurs sont dans des lieux prestigieux comme ça. Et quand on voit sa plaquette, il n'imagine pas qu'il puisse les vendre à Versailles. Voilà. Alors ça, voilà une salle de réunion où on voit toute l'épaisseur, on voit y compris à travers la cour. Voilà une salle de réunion où tout se referme, on peut garder la confidentialité de la réunion, l'intimité du lieu. Voilà, ça c'est un bureau par exemple. Chaque fois c'est toujours traversant. Donc on s'adapte chaque fois en fonction de la particularité de ce projet, c'est que quand on voit la façade, on a l'impression que c'est un systématisme. Or il n'y a aucune pièce qui n'est identique à sa mitoyenne, ce qui fait que chaque pièce est un projet en soi. Ça, c'est un lieu restauré c'est un escalier magnifique restauré par Frédéric Didier, au CMH. Voilà. Après ce projet-là, donc Frédéric Didier, la CMH, me dit voilà, on a un projet à Cluny en Bourgogne, à l'abbaye de Cluny. C'est un des lieux les plus protégés du monde. l'ESCO, etc. Et on a comment dirais-je, Cluny, c'est l'école des arts et métiers aujourd'hui, et c'est eux qui ont inventé notamment la réalité augmentée. Ce sont des ingénieurs absolument performants, incroyables, qui travaillent sur le patrimoine, et donc ils sont financés par des grosses sociétés comme IBM, etc. Et il dit on n'a pas de lieu, on n'a pas de restaurant pour les recevoir, ni les étudiants, ni les sponsors quand ils viennent faire des séminaires. Et on a une parcelle disponible ici. On a déjà fait 2 projets de permis de construire, un qui était agressif pour le lieu, et l'autre au contraire qui était un pastiche. Et il me dit, voilà, ce qu'il faudrait, c'est un projet qui soit contemporain, qui devienne invisible, et qui ne soit ni un pastiche, ni une cicatrice. Voilà. Et donc j'ai réfléchi en termes de matière. Je me suis dit, bon, c'est pas la peine de faire de l'architecture, on va pas faire de forme, on va pas imposer à ce lieu qui est extrêmement riche, où il ne reste pratiquement plus rien d'ailleurs à voir, mais bon, n'empêche que c'est un des hauts lieux du tourisme français. Et alors j'ai proposé, voilà, je dis, qu'est-ce qu'on va faire qui va faire plus vieux, qui va porter en lui-même son propre vieillissement. C'est-à-dire que ça ne sera pas un bâtiment neuf, ça sera simplement une sorte de petite tour horizontale qui vient combler les vides, on le voit très bien, entre ces deux espaces, ces deux murs, ce sont des chemins de ronde, qui viennent complètement encercler tout le site. Et voilà, donc ça c'est une tour, voilà ce qui reste pratiquement de Cluny, avec en plus un hôtel 18e, oui, qui aujourd'hui abrite l'école des arts et métiers. Donc on a proposé ça, ce projet, oui c'est ça, il a 15 ans, et
Et donc il y a eu un refus de la mairie de Cluny en disant mais je comprends pas, quand nous on fait des menuiseries en PVC, on nous envoie les gendarmes, et vous allez mettre de la tôle rouillée partout. Je dis oui, mais vous savez, c'est pas de la tôle rouillée, c'est du corten, ça coûte 2 fois plus cher que la pierre. Et c'est vrai en plus. Donc ça l'a rassuré, et en fait, voilà. Donc on a cette image qui s'insère parfaitement dans le site, c'est-à-dire que il disparaît complètement parce que alors voilà, c'est le collage entre une ruine stabilisée et la structure qui est complètement décollée de la vieille structure, et ce jeu de matière entre le béton, l'acier oxydé et la pierre. Voilà. Les menuiseries sont également, alors ça se voit pas, mais elles sont en aluminium. Voilà l'intérieur des salles. Voilà. Alors je suis un peu embêté parce que c'est pas du tout les images que je voulais vous montrer. Je me suis un peu trompé. C'est pas grave, on continue comme ça. Voilà, ça c'est un conservatoire à Clichy où on voit la tour Eiffel tout au bout là-bas. Donc ce bâtiment, c'est un bâtiment neuf. Et aussi il répond au lieu, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui n'a pratiquement pas d'épaisseur. C'est-à-dire que le concours, voilà, il faut faire un conservatoire. Un conservatoire, il y a des auditoriums, il y a des salles de musique, il y a des salles de cours, etc. Et tout ça dans une sorte de lanière, de tranche de brie, comme ça. Et il faut savoir que c'est un axe passant entre Paris et la Normandie, ici devant. Il y a le métro qui passe en dessous, donc avec les vibrations. Et ce qu'on a proposé, nous, c'est en fin de compte, puisqu'on avait très très peu de largeur, c'était une parcelle extrêmement étroite, on a travaillé comme si on avait beaucoup d'espace. C'est-à-dire qu'on a fait une grande rue, comme ça, très spacieuse, avec une structure métallique qui n'est absolument pas porteuse, c'est-à-dire qu'elle est complètement décollée de la structure des planchers, pour ne pas transmettre les vibrations. Tout est sur ressort ici, c'est-à-dire que le métro on n'entend pas. Et cette façade vient s'appliquer contre les étages en porte-à-faux. En fait, tout est en porte-à-faux. Ça, c'est la vision de nuit. Voilà, c'est cette galerie. Donc elle donne l'impression de comment dirais-je, d'espace, hein, par le simple jeu avec le triangle étiré, qui fait que le cerveau ne retient que la partie la plus large. En fait, c'est extrêmement étroit, mais on a l'impression que c'est large. Et toutes les pièces sont reportées côté école, donc côté calme. Il y a une école derrière, côté calme. Et en fin de compte, cette image, simplement pour dire qu'un conservatoire, ça fonctionne surtout le soir. Donc tout à coup, on théâtralise un peu on voit très bien la complexité du plan avec des rampes, comment dirais-je, voilà, des salles de cours, des petits studios. Alors ça c'est, alors on voit qu'il y a des petits tatouages là contre le béton. Simplement, c'est une histoire, c'est que quand je voulais avoir un mur là aussi en planche, oui, c'est ça, en planche de béton. Et il se trouve que l'entreprise qui a fait ça, c'était vraiment un chantier extrêmement conflictuel. Et quand j'ai vu la façon dont ils faisaient le béton, j'ai compris qu'ils ne savaient pas faire le béton planche, quoi. Et alors, ils essayaient de le refaire, puis un jour je leur ai dit, mais c'est pas la peine, arrêtons. Moi, ce que je vous propose, c'est chaque fois que vous faites une erreur, vous mettez du doré, comme ça. C'est-à-dire, on va tatouer dès que le béton ne me convient pas, on le peint à la bombe, comme ça. Et on a pris ça pour un 1%, mais c'était pas du tout 1%. Et c'est assez drôle parce que c'était les ouvriers eux-mêmes qui décoffraient, qui peignaient après. Et voilà, donc. Et je me rappelle quand on a eu les cartes d'argent pour ce projet, et je me souviens très bien que quand j'ai fait visiter le bâtiment, il y a tout un dessin qui apparaît à l'intérieur de cette galerie, qui est assez beau, mais qui est complètement involontaire, quoi.
Et au lieu de dire, voilà, mon bâtiment est bien construit, là j'étais abattu, je dis, regardez comme il est mal construit, et c'est vrai. C'est que la façade était parfaite, et tout à coup on a réussi à inverser la chose, et je pense que c'est ce qui a séduit le jury, cette chose-là. Certains pensaient que c'était du Buren, parce que c'était une fois comme ça. Voilà, des tatouages, il y en a un peu partout. Là aussi, c'est à Metz. À Metz, c'est un lieu où c'est une entrée de ville. Hein. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une déchetterie, d'un autre côté il y a je sais pas quoi, c'est un non-lieu. Et alors ce que vous voyez, ce trait doré là, c'est vraiment de l'or, c'est du 24 carats. Et comme le lieu c'était livraison, c'est ses côtés. Voilà, c'est juste une ligne avec des petites plaques de 24 carats qui étaient dans notre descriptif. Et quand on a demandé des échantillons, évidemment, on nous a envoyé n'importe quoi. On a dit, mais regardez bien, c'est de l'or, c'est 24 carats. À tel point que, en fait, ils n'ont pas pu nous envoyer des échantillons tellement ça coûtait cher. Mais comme c'était des entreprises honnêtes, elle a mis de l'or en vérité. Mais uniquement sur cette ligne, parce qu'après, voilà le bâtiment qui fait je ne sais plus combien de mètres. Alors, cette idée des verticales dorées, c'est un coffre-fort en fait. Hein. Il va faire je ne sais plus combien de mètres, voilà le lieu, absolument. Et ça me semblait indispensable de mettre quelque chose d'assez précieux sur cette grosse boîte qui doit faire 200 mètres de long, noire. Donc l'idée est venue de marquage au sol, c'est-à-dire qui accompagne la route. Et c'est le premier bâtiment quand on rentre à Metz. Voilà. Et c'est un coffre-fort en fait parce que c'est les réserves de tous les musées de Lorraine. Les réserves, c'est un bâtiment extrêmement technique. Et ce que j'ai alors voilà, c'est des kilomètres entre le rayonnage, de stockage, et voilà, ça c'est des compactus, par exemple, c'est la salle des compactus. Et là où j'étais jusqu'à demander à ce que les gaines soient peintes en doré, les gaines techniques, quand on ne le voit pas, reprennent ce thème noir et doré. Voilà. Ce qui fait qu'on est dans un univers de béton. T'entends, on voit ces gaines dorées, noires. Voilà. Voilà. Ça, là, on est c'est en banlieue parisienne, à Montreuil, qui est une banlieue populaire, et dans un quartier où il y a pratiquement plus de témoignages de l'architecture du 19e, et il y a une maison de maître qui a échappé à la destruction. À l'époque, Dominique Voynet était maire écologique de Montreuil, et voulait absolument garder cette maison pour en faire une maison des artistes. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas d'argent. Elle voulait... donc, il fallait faire une extension. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est qu'elle a fait un programme qui tenait dans un paragraphe. C'est-à-dire qu'il y avait un budget c'est tout. Il y avait un lieu. Et elle a dit, voilà, on va faire une maison des artistes. Alors, comment dirais-je ? En plus, on avait un ABF qui voulait qu'on ait une pente. C'était incroyable. Et voilà, donc ça c'est la coupe du bâtiment. Et en fait, ce que j'ai proposé, c'est de faire une sorte de périscope où quand on est à l'intérieur, on puisse voir un miroir dans la partie inclinée, on puisse voir à l'extérieur le mouvement. Un musée, c'est pas un musée, c'est un centre d'art contemporain exactement. Et un centre d'art contemporain, c'est un lieu où tout le monde sait ce que c'est-à-dire que c'est un lieu de questionnement. C'est-à-dire que les questions esthétiques n'existent plus, est-ce que c'est de l'art ou pas, c'est toujours ce genre de questionnement. Et donc, j'ai proposé à la ville de faire un lieu où la notion d'esthétique n'existe plus. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, on va pas faire un beau bâtiment, on va faire quelque chose, on se demande ce que c'est. Parce qu'effectivement, c'est dans un quartier où il y a 140 nationalités, la plupart n'ont pas l'habitude de fréquenter les centres d'art contemporains, donc il faut quand même une sorte de signal. Et j'aime pas cette idée de l'architecture signal, mais là, il y avait une nécessité. Et donc, voilà, ça c'est la ville, voilà. C'est rue de Paris, et
Je crois que Jean-Christophe Bailly a écrit un texte sur cette rue de Paris où il y a 140 nationalités. Et c'est un lieu extrêmement vivant, extrêmement... Et donc, le Signal, voilà, c'est un... Et j'ai proposé, comment dirais-je, un mariage de raison, je veux dire comme ça, entre une maison avec des fenêtres à la française et puis quelque chose, on dirait presque une burqa. Voilà. Et donc c'est éclairé comme ça, et voilà, c'est un objet qui apparaît insolite dans la ville. Et voilà, ça c'est le côté jardin. Ce sont des vrais pigeons. Ce ne sont pas des œuvres, hein, ce sont des vrais pigeons. Voilà le mariage entre les deux. Il y a simplement en fait, il n'y a qu'une grande ouverture qui donne sur un jardin derrière. Et voilà le périscope à l'intérieur. Et c'est un endroit qui fait, et j'ai travaillé ça en perspective, c'est un endroit qui est le plus étroit possible. C'est-à-dire que comme on avait le droit qu'à un budget et donc une surface, ce que j'ai proposé, c'est de faire le musée le plus, enfin pas un musée, le centre d'art contemporain le plus étroit du monde. Et laisser ça comme une petite tour. Et je suis très heureux parce que c'est un lieu qui marche beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps du monde. D'abord, il y a une programmation culturelle extrêmement riche, hein, et c'est un lieu, voilà. Et ce qui était passionnant à faire, c'était voilà, je crois que ça fait là-bas, il doit y avoir 2,50 m, quelque chose comme ça, quoi. On est dans 1 million, on lève la tête, forcément. On n'a que ça à faire. Voilà Là, on est passé dans une banlieue, Neuilly, c'est un peu le contraire. C'est un collège ce sont des sœurs, et qui avaient lu dans le journal que j'avais eu l'écart d'argent. Donc, comme elles aussi, elles avaient eu un refus de permis, un jour, elles dit peut-être que lui, il pourra l'avoir, le permis. Alors, j'étais étonné, j'y suis allé, et j'ai trouvé des personnes extrêmement ouvertes, d'une intelligence incroyable. Ce que je ne savais pas, c'est que les sœurs étaient des scientifiques, hein, elles avaient toute une vie à côté. Et là, je leur ai proposé, voilà, il fallait, en fait, c'est une sorte de maison de retraite pour sœurs à Neuilly, dans un quartier hyper chic. En dessous, il y a un collège, là aussi, où il y a les enfants de la jet set. Et je leur ai dit, voilà, est-ce que ça vous amuserait de faire on va faire puisqu'on ne peut pas s'élever, puisqu'il y a des histoires de règlement, de silhouettes, etc. Je leur ai proposé de dire, voilà, on va travailler sur la fenêtre. Et je leur ai dit, voilà, il n'y aura pas une fenêtre pareille. Il n'y aura pas une fenêtre, et surtout, pour montrer la noblesse du bâtiment, on va travailler en pierre massive. Donc le coût de ce bâtiment est absolument énorme, ramené au mètre carré, mais elles ont joué le jeu. C'est-à-dire que, voilà, et ça, c'est-à-dire qu'on pouvait reparler d'épaisseur. C'est une pierre qui est de la pierre de Burlington, qu'on a fait certifier, parce qu'en fin de compte, les pierres françaises sont extrêmement protégées, donc il a fallu les faire venir d'Écosse. Écosse, on a considéré que ce n'était pas une pierre certifiée, d'Angélif, etc. Donc on l'a fait certifier, ça a pris du temps. Et puis après, voilà, donc chaque ouverture est différente. Voilà. Toutes les ouvertures ont des systèmes de fermeture. Et ça donne bah voilà, une silhouette un peu particulière. Je vais très vite, je passe à un autre projet. J'avais trouvé cette photo sur Internet que je trouvais très très belle. Hein. Et ça correspondait un petit peu à ce que je pensais de l'architecture, comme ça, voilà. C'est-à-dire que vraiment, on est loin de néo-moderne, de syrianisme. Et ce que je trouvais beau, c'était la simplicité. C'était la permanence, c'est-à-dire que tout à coup, on sait pas par qui il a été dessiné, on sait pas, c'est un hangar à bateau, voilà, il est là. Et il se trouve que par hasard, un jour, il y a une paysagiste, il y a des gens qui ont un site absolument incroyable en Picardie, dans le nord de la France, avec un lac.
et qui ont commencé à faire un centre de séminaire pour entreprises. Ils sont devenus deuxième France. Et ils cherchaient un architecte capable de faire un projet qui ne vienne pas troubler le lieu. Ils voulaient simplement qu'on fasse un projet pour qu'on puisse regarder la beauté de ce lieu. Et alors je suis allé les voir, et donc je leur ai dit voilà, je suis allé avec cette photo. Je leur ai dit voilà, moi c'est ce que je pense de votre lieu, il faut quelque chose comme ça. Et alors à mon grand étonnement, c'est des gens qui n'avaient aucun lien avec l'architecture, hein. Ils disent mais c'est très très beau, est-ce que vous pensez que vous ferez mieux? J'ai dit je sais pas. Et donc j'ai travaillé avec eux, et puis on leur a proposé, voilà, ça c'est la maison sur le lac, ils ont un lac absolument incroyable, tout le site leur appartient, voilà. Et donc j'ai simplement dessiné un trait en reprenant la volumétrie de la référence, et voilà, donc c'est ça, c'est une sorte de bâtiment posé sur l'eau, sur des pilotis. On est là pour regarder le site. Alors j'ai fait photographier par plusieurs photographes, parce que comme je trouvais qu'il fallait presque un photographe par saison, quoi. Comme Piano le fait, je me suis dit je vais le faire. Et voilà, c'est à l'hiver, l'automne, le bâtiment. Alors on a changé de saison. À l'intérieur, on rentre comme ça, avec société de transparence. On est vraiment au milieu de ce paysage absolument extraordinaire. Voilà, ça c'est je trouve que ce sont des tuiles en châtaignier. Donc à l'intérieur, on a été trouvé on doit la voir sur cette photo là. Voilà, des poutres, des vieilles poutres, des vieux poteaux qu'on a cherché, on a trouvé à se les procurer, mais on voulait que l'épaisseur fait qu'il y ait quelque chose. Je vais aller un peu plus vite là peut-être. Là, nous sommes à Saint-Mexant, près de Poitiers. Comment dirais-je, c'est un lieu, c'est une ancienne piscine dessinée par l'ingénieur François Hennebique, et qui a été classée parce qu'on le voit. Cette photo, c'est une photo des années 50, c'est l'école des sous-officiers de Saint-Mexant. Et donc la voûte est de Hennebique, le lieu est de Hennebique, c'est une piscine bien sûr, et on voit tout au fond une fresque art déco qui a été classée. Et ce classement a sauvé ce lieu. Donc il y a Pierre-Antoine Gatier, qui est architecte des monuments historiques, qui était en charge de ce lieu, m'a demandé si ça m'intéressait. Donc la ville voulait faire une médiathèque, transformer ce lieu en médiathèque. Et donc il m'a demandé de travailler sur ce projet. Lui s'occupait de la restauration de la voûte et du lieu. Et voilà dans quel état on l'a trouvé. Donc elle a été abandonnée pendant une vingtaine d'années. Et puis il y a cette fameuse fresque qu'il a dû restaurer. Et donc installer une médiathèque dans un lieu comme ça, c'est perdre l'espace, c'est perdre le volume. Et ça me rendait un peu triste. Donc ce que j'ai proposé, c'est voilà, ça c'était un détail sur la fresque, et en cours de restauration. Et on est dans un lieu absolument incroyable aussi, c'est une abbaye absolument gigantesque. Et voilà, donc ça c'est le projet. On voit le bâtiment d'Hennebique avec sa voûte à gauche. Nous on a proposé deux extensions, une en béton, une première en béton parce que Hennebique à côté, et puis une plus élevée, donc qui donne sur une place, une sorte de parvis de la cathédrale qui est à côté, en cortène, simplement pour des raisons sismiques.
et aussi parce que dès qu'on approche d'une cathédrale, on a un langage de dentelle qui a les mal avec le béton. Donc on a divisé le volume, ce que j'aime pas trop en général, mais là ça s'imposait presque. Voilà, ça c'est la médiathèque avec une ville là aussi moyenne, toute petite, complètement abandonnée, désertifiée, et ce lieu où il n'y avait personne, tout à coup revit grâce à ce lieu, cette médiathèque. On le voit, ce ne sont pas des figurants, ce sont vraiment des gens qui utilisent ce lieu. Et alors voilà, une photo, j'aime bien cette image parce que on voit trois époques, on voit une ruine romaine, c'est une ruine romaine. On voit en deuxième plan notre petite extension qui est simplement le hall d'accueil, et en arrière-plan le bâtiment d'Hennebique, la voûte d'Hennebique. Et alors voilà, restauré par Pierre-Antoine Gattier, la verrière avec sa courbe en béton, cette mosaïque art déco qui est magnifique. Et alors ce que j'ai proposé, c'est simplement de faire un très très grand mur, un miroir qui fait plus de 7 mètres, qui permettait de refléter la mosaïque et surtout de restituer le volume originel. Et derrière, il y a toute la structure de la médiathèque, donc les salles de lecture, etc., cachées. Et je pensais évidemment au-delà du miroir de Lewis Carroll. Et donc c'est ce grand mur qui permet de restituer le volume et de mettre en valeur toute l'enveloppe, la mosaïque bien sûr, et toute l'enveloppe en béton. Voilà, donc on comprend que derrière, c'est un lieu qui est brut. Et j'aime bien ce contraste entre ce qui était complètement lisse et le côté brut du béton. Voilà ce que l'on voit aujourd'hui, comment la mosaïque se reflète. Et on a percé cette piscine on a fait des cadrages sur l'abbaye, comme ça, pour savoir où on était, quoi. J'ai une autre photo qui montre de l'autre côté où on voit la rue. Et donc ça fait des grandes ouvertures. Et voilà le bâtiment d'Hennebique, où on voit le percement de la grande ouverture. On a récupéré l'extension, on en a fait une terrasse en prolongement, et c'est un lieu qui, je pense, marche très très bien aujourd'hui. Voilà le rapport entre Hennebique et la cathédrale et l'abbaye. Voilà. Alors ça, c'est un des derniers projets sur lesquels on a travaillé, ce sont les thermes de Cluny à Paris. Alors c'est un lieu exceptionnel puisque c'est un collage d'architecture, ce qui commence au 1er siècle avec les thermes de Cluny, donc qui sont là où est né Paris en fait. Voilà. Et puis on a une construction au 15e qui est l'hôtel médiéval des abbés de Cluny. Et on a une construction au 19e, on va la voir peut-être. Voilà. Ça, donc on est dans les thermes de Cluny. Voilà le bâtiment 19e, avant le projet. On voit les thermes de Cluny, on voit les toitures derrière des abbés de Cluny. Voilà. C'est un collage d'architecture au 1er siècle, 2e siècle, 15e siècle, 19e, 20e, et nous on vient terminer l'histoire provisoirement, et on ne voit pas caché par l'arbre, il y a la plus vieille, ce qu'on appelle l'annexe romaine, c'est la plus vieille maison identifiée à Paris. Et voilà, donc Cluny, c'est bien sûr les tapisseries de la Dame à la licorne, qui sont considérées comme un trésor national. Et ce lieu est un collage d'architecture, bon, comme je le disais, mais c'est une somme de toitures, de pliages, voilà, de complexité. Enfin, on ne sait même pas comment l'eau s'évacue. Et donc nous, ce qu'on a proposé, c'est voilà, ça c'est des salles existantes, 19e par exemple. Là c'est en travaux. Et voilà le collage. Donc en rouge, l'hôtel des abbés de Cluny, donc partie médiévale. C'est un des premiers hôtels particuliers à Paris aussi. En orange au milieu, composition 19e. En violet ou marron, je ne sais pas très bien, excusez-moi. C'est les thermes de Cluny. Et en jaune, c'est notre extension. Voilà. Voilà, ça c'est la maquette, c'est la première maquette que l'on a fait pour
justement pour voir comment se poser. Alors il faut savoir qu'on se pose sur des ruines romaines, et le projet avait une contrainte dès le départ, c'est que se posant sur les ruines, on a donc des épaisseurs de 2 mètres, là aussi, 1,50 m, 2 mètres. On doit avoir des pieux, des micro-pieux qui transperçaient ces ruines. Et des micro-pieux qui font 18-19 mètres. Il fallait absolument pas bouger. Et on avait la DRAC qui surveillait si les murs ne venaient pas. Ce qui fait qu'on est venu construire en périphérie, comme ça. Et on n'avait pas le droit, on avait un réseau de poutres qui venait relier cette périphérie pour porter plancher, mais on n'avait pas le droit à plus de 60 cm parce qu'on ne devait pas faire de fouilles, on ne voulait pas entamer de fouilles. Si on entamait les fouilles, évidemment, le projet s'arrêtait pendant 2-3 ans. Et voilà. Donc, voilà, c'est un projet qui repose sur des pieux avec une structure qui supporte une structure en béton qui elle-même supporte une charpente métallique. Et voilà, c'est un croquis que j'avais fait, un collage où j'imaginais à peu près le rapport entre l'architecture 19e sur laquelle on vient s'adosser, les termes de Cluny et la nouvelle composition. Donc on vient vraiment sur les fondations de Paris. Voilà. Et donc, quelques années après, vue du boulevard Saint-Michel, cette image montre bien le rapport qu'il y a entre les termes et la nouvelle construction. Et surtout, le problème posé, c'était de donner une nouvelle visibilité au musée. Parce que, d'une part, quand on passe boulevard Saint-Michel, on voit les termes, mais on n'imagine pas qu'en arrière-plan, il y a un musée, le musée du Moyen-Âge. Et donc, j'ai proposé une volumétrie qui s'inspire un peu de celle des termes, avec une peau en fonte d'aluminium qui puisse accepter la préciosité et les ciselures des objets produits par le Moyen-Âge. Alors, je voulais absolument, la directrice ne voulait absolument pas de cortège, elle ne voulait pas de choses comme ça. Donc on a dû chercher une vêture. Et cette vêture, je l'ai trouvée chez Jean Prouvé. Chez Jean Prouvé qui travaille avec de la fonte d'aluminium. Et la fonte d'aluminium, l'avantage, c'est que c'est un matériau extrêmement léger qui permet d'avoir des épaisseurs. Et je m'étais aperçu qu'en fait, depuis Prouvé, on ne travaille plus la fonte d'aluminium, pratiquement plus. Donc, quand il a fallu trouver des fabricants de fonte d'aluminium, c'était quasiment impossible. On a cherché sur Google, et on a trouvé à Nantes une entreprise qui faisait des moteurs de voitures. Donc, elle est venue, on a travaillé avec elle, etc. Et quelques années après, on a réussi à mettre au point ces tôles qui nous ont permis de faire une vêture sans qu'aucune tôle soit identique. C'est que chaque tôle a un relief différent parce qu'elles sont toutes coulées une par une à la main. C'est-à-dire que elles ont des formats différents, elles ont des épaisseurs différentes, elles ont des reliefs différents, et ce qui fait que c'est un calpinage extrêmement savant, si je puis dire, parce que voilà, c'est comme un pull, il n'y a aucune pièce identique. Voilà. Et voilà, ça c'est quelques années plus tard donc. Et l'avantage de ce matériau qui va trouver sa couleur comme dans la peinture de voiture, dans la masse, est capable de prendre la lumière à une nouvelle couleur pratiquement toutes les 2 heures. Là, par exemple, façade ouest, elle attrape le soleil, on voit que le matin, elle a une couleur chocolat, plus tard, elle a une autre couleur, bon, voilà. Et ça, c'est le soir, par exemple. Voilà, et on voit, donc, après, on a trouvé un motif pour cacher l'image domestique de cette silhouette. Donc, je me suis inspiré d'un tambour d'escalier dans une chapelle gothique qui est à l'intérieur du musée. Voilà. Et voilà, on voit très bien comment cette fonte arrive à attraper en fonction des tôles différemment la lumière. On voit les différents reliefs. La seule, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas le relief non plus. C'est-à-dire que voilà, on dit voilà, beaucoup de relief, pas beaucoup de relief, lisse,
un peu moins lisses, c'est tout ce qu'on peut dire. Et après, on voit arriver les tôles avec leurs dimensions, donc, et on découvre que certains ont peut-être un peu trop de relief, d'autres un peu moins, etc. Et voilà. Ça a peu près mis 2 ans pour mettre au point, pour être mis au point, et nous, on a dû déposer un permis de construire pour savoir ce qu'on allait mettre sur la façade. Et construire là, ça a été un véritable parcours du combattant, parce que, si vous voulez, j'ai dû participer à 32 réunions, 32 présentations du projet, et chaque fois, j'explique, je ne savais pas très bien comment ça allait finir, cette histoire de vêture. Et j'ai eu la chance de tomber sur des entreprises absolument extraordinaires qui ont accepté de jouer le jeu, ce qui fait que, voilà. Et voilà, alors ça c'est la côté entrée du musée, rue du Sommerard. On voit très bien, en fonction de l'heure, là aussi, le relief qui se manifeste. C'est une entrée d'une grande porte qu'on a fait pour les réserves. Façade côté terme, avec un escalier. Voilà, le système des pieux qui vient traverser les fondations. Ça, on peut le visiter aujourd'hui. C'est que j'ai laissé ça comme témoin, que j'ai voulu peindre en doré pour montrer quand même que c'est du travail. Et on voit le support, les poutres qui font moins de 60 cm, qui sont toutes en périphérie, donc supportées par ces aiguilles. En fait, ce sont vraiment des aiguilles. Là aussi, la DRAC nous avait imposé un nombre d'aiguilles, donc il fallait... Enfin, c'est assez compliqué. Voilà, une passerelle qui est en béfube, qui vient rejoindre la plus vieille maison romaine, qui est à gauche, on voit pas sur la photo. Donc, à un moment donné, ce lieu, il y a eu le bâtiment le plus récent de Paris qui rejoignait le bâtiment le plus ancien. À l'intérieur, c'est tout un système d'équilibre aussi, puisque il y a plusieurs niveaux. Et, comment dirais-je, le sol que vous voyez, on doit pouvoir demain le casser pour faire des fouilles. On le fera jamais, mais on sait qu'on peut le faire. Donc là aussi, ce qui nous a amené à voilà, c'est un début de présentation. Donc là aussi, on est dans voilà, un plafond en béton planche. Alors pourquoi en béton planche? Parce que tout à côté, on verra, il y a un cadrage sur ce qu'on appelle le Frigidarium, qui est un des plus beaux lieux de Paris, avec cette construction romaine. Là, bon, tout à l'heure j'ai dit que c'était Anatole de Baudot qui a inventé le béton, mais en fait c'était les Romains, tout simplement. Et je trouvais que c'était intéressant. Et on a ces grands murs aussi en bois massif, qui sont des capteurs acoustiques. C'est vrai qu'il y a des vides, hein, et voilà, ça c'est un cadrage sur le frigidarium. On a un grand escalier en corian. Pourquoi le corian? Parce que c'est très léger, et que comme on est sur des pieux, et qu'il fallait absolument pas de poids, donc on ne pouvait pas faire l'escalier en béton. Donc on utilise ce matériau qui se moule, et qui permet d'avoir des formes extrêmement légères. On voit le mur capteur d'acoustique. Et aussi, quand on travaille avec des bureaux d'études pour résoudre des problèmes acoustiques, ils nous proposent des gros trucs absolument horribles. On leur dit non, on va réfléchir. Et donc, j'ai eu cette idée de bois. C'est du bois massif, c'est du chêne vieilli, du chêne fumé, voilà. Et puis, à l'intérieur, il y a de l'acoustique qui... Voilà, on le voit, le mur, avec ce jeu de courbes d'escalier. La rampe en haut, il y a une rampe pour les PMR en béton, et puis voilà. C'est un jeu de matière. On voit derrière ce décor de ruines. Là, ça c'est la grande salle que je vous avais montrée tout à l'heure, du 19e. Là, ça c'est un atelier de restauration à l'intérieur du musée. Et on a fait, et voilà, ça c'est la maquette du site en bronze, où chaque patine correspond à une époque. Et cette maquette appartient au musée à la Cité de l'Architecture. Voilà. Un travail que j'ai fait avec mon ami Gilles Sansini. Voilà, ça c'est Ajaccio. Après on termine, hein, je vous rassure. Voilà, c'est un dernier projet. Voilà, c'est un lieu absolument ingrat, mais on est quand même à Ajaccio, face à la mer, face à la mairie, et c'est un lieu délaissé, c'est un parking. Et puis un jour,
on gagne un concours, et on gagne le concours avec nos amis corses, Orma, des jeunes architectes, plein de talent. Et voilà, donc voilà, à la baie d'Ajaccio, on voit la place. La mairie à gauche, le grand bâtiment, c'est la mairie. À droite, c'est la halle, la nouvelle halle. La place avec un square qui devait révéler également les quais dessinés par Napoléon Ier, c'est ça. En fait, d'un côté, il y a des quais Napoléon III, qui avaient moins d'intérêt, je pense, pour les Ajacciens. Par contre, le quai dessiné par Napoléon Ier, lui, est très important. Donc, on avait une place à dessiner, la mise en valeur des quais et une halle, la nouvelle halle à faire. Voilà. Et voilà, c'est un lieu où les touristes arrivent. Je crois qu'il y en a 300 000 par an, c'est ça, ce que j'ai compris. 300 000 par an qui débarquent là, sur cette place. Et c'est vrai que la première image qu'ils avaient d'Ajaccio, c'était un parking absolument désastreux, ingrat. Bon. Et donc, on a gagné ce concours avec une maîtrise d'ouvrage un peu bizarre, mais ça s'est fait extrêmement vite, en fait. Et voilà, ça c'était là. Et on a décidé, là aussi, de travailler sur l'épaisseur, sur l'institution, sur voilà, cette image imposante, posée, imposante, avec des piliers qui sont en béton, avec différentes strates, simulant un peu l'appareillage de pierre. Et pour la petite histoire, c'est les mêmes dimensions que la rue de Rivoli, voilà, Paris, voilà, avec une référence napoléonienne. Voilà, terminer le chantier. Voilà, c'est la vue de l'intérieur de la halle, avec cette série de poteaux. Voilà. Avec la lumière méditerranéenne. Voilà, l'image, en fait, c'est l'image avec une brisure dans l'axe de la mairie. Et ces poteaux, tous de dimensions différentes, bien sûr. Qui s'étale comme ça dans l'axe, tout au bout, je crois qu'il y a le musée Fesch, ça. Et l'intérieur, avec deux parties, une partie aérée ouverte et une deuxième plus fermée, climatisée, marché poisson, voilà. Donc, voilà, ça c'est la partie ouverte, donc à l'air, où il fait, c'est extrêmement agréable d'être en dessous parce que c'est vraiment ventilé, c'est les jours de chaleur, on est à l'ombre. Et puis voilà, ça c'est le marché aux poissons, avec toute sa toiture revêtue d'inox, qui donne un effet miroir, ça. Voilà la partie face à la mairie, avec le dessin d'une passerelle, avec son petit bassin. Avec la place, avec des arbres qui sont en train de pousser. Voilà avec le port en arrière-plan, vue de nuit. Voilà des Ajacciennes qui regardent le port le soir. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je ne vais pas vous embêter plus. Là, c'est simplement parce que, en fait, on travaille à la fois sur des tout petits projets, des micro-projets même. Là, je vous ai choisi quelques projets qui s'étalaient sur 30 ans, mais il y en a d'autres. Et puis là, après, c'est une autre logique. Là, on travaille sur un projet de 50 000 m² qui est le nouvel hôpital Lariboisière, donc où là c'est du neuf. Donc on voit l'ancien hôpital Lariboisière, donc on est près de la gare du Nord, et puis on a toute cette partie à gauche comme ça, je crois que je ne sais plus combien il y a de chambres, une partie du chantier est commencée, et on est dans une autre logique.
C'est-à-dire que là, tout à coup, on n'est plus du tout dans la même logique. Et alors voilà, ça c'est le projet tel que le chantier va commencer là. Et derrière, il y a un premier bâtiment d'ailleurs qui est sorti de terre, voilà, qui est près de la gare du Nord. On est face à la gare du Nord. Quand les Anglais débarquent je ne sais plus comment il s'appelle, Eurotunnel, c'est le premier bâtiment qu'ils voient. Voilà. Avec la ouverture sur la gare du Nord. Voilà, c'est simplement des fenêtres où on a reconduit un système de petits bois. C'est-à-dire que voilà, on est en France, on est dans le pays de la fenêtre. Et donc, voilà. Voilà, merci.